La grippe est causée par l'un des types de virus pouvant se répandre rapidement d'une personne à l'autre au moyen des particules transportées dans l'air. Si les particules sont inhalées, elles vont descendre la trachée vers les voies aériennes de plus en plus petites. À ce moment-là, les spicules de protéines à la surface d'un virus peuvent se lier à d'autres protéines sur les cellules qui tapissent les voies respiratoires. Le virus est alors englouti par la cellule qui sert d'usine de tri pour la réplication virale. Les virus nouvellement formés bourgeonnent à partir de la surface de la cellule et se répandent dans tout le système respiratoire. Les tissus infectés commencent à gonfler et à s'enflammer, entraînant des symptômes tels qu'une toux, un mal de gorge et un nez qui coule ou bouché. Le virus continuant à se répandre dans la circulation sanguine et dans tout l'organisme, des symptômes supplémentaires comprenant une fièvre, un mal de tête, des douleurs musculaires et une extrême fatigue apparaissent. Heureusement, le système immunitaire de l'organisme entre en jeu pour permettre de combattre les envahisseurs étrangers. Spécifiques appelés lymphocytes B reconnaissent les spicules de protéines sur les virus et commencent à se multiplier. L'armée de cellules produit alors des anticorps qui se lient aux spicules de protéines, marquant le virus à détruire. Les virus sont ensuite ingérés et détruits par des cellules qui reconnaissent les anticorps collés aux surfaces du virus, laissant l'armée de clones de lymphocytes B prêts à combattre le virus s'il entre à nouveau dans l'organisme. Les vaccins contre la grippe agissent de la même manière pour vous protéger des virus. Le vaccin contient en fait des fragments inoffensifs des virus qui préparent le système immunitaire à une invasion virale. Toutefois, le virus de la grippe mute ou change de façon notoire, de telle sorte que le nouveau virus n'est pas reconnu par le système immunitaire et peut infecter même les personnes ayant été vaccinées. An estimated 1/3 of the world's population is infected with tuberculosis. 1/3. And here's the culprit, the minuscule bacterium called Mycobacterium tuberculosis. But does that mean 2.3 billion people are sick? Fortunately not. Only a small proportion of them actually become sick. To understand why, let's take a closer look at the bacterium itself. When someone with TB coughs, they expel little drops of saliva that fly into the air. Some of them may contain the TB mycobacteria, which can then be inhaled by someone close by. The mycobacteria then continue their journey down the respiratory tract and into the lungs. That person is then infected with TB. And this is where it all becomes a little more complicated. The body detects the invasion and sends out its first line of defense. This includes special cells called macrophages, which engulf the mycobacteria and transport them to the lymph nodes, where they are neutralized. If they're neutralized, the person will have what is called latent tuberculosis. This means they're infected with the bacterium, but they don't have active TB disease, and they're not sick. However, in 5% of cases, the immune system is overwhelmed. The TB mycobacteria multiply and escape, and the person falls ill. This often happens with young children, whose immune systems are not fully developed. In other cases, latent TB can wake up and become active TB. This can happen months later, or even years later, especially in adults with weak immune systems. For example, people who are HIV positive,
or who've had organ transplants, or who are undergoing chemotherapy. Once in the lungs, the bacteria may spread via the bloodstream or the lymphatic system to other parts of the body, to the lymph nodes, bones and joints, the digestive system, the central nervous system, the liver, or the heart. So what happens when someone has active TB? Let's imagine the infections in the lungs, as this is the most commonplace. The patient starts coughing, has difficulty breathing, and suffers from chest pains. If these symptoms last for more than a few weeks and are accompanied by fever, night sweats, and weight loss, the doctor has good reason to suspect tuberculosis. The next stage is diagnosis, and then treatment. The battle is far from over. La rougeole est une maladie hautement contagieuse causée par le virus de la rougeole. Les personnes infectées excrètent le virus dans les sécrétions du nez et de la gorge. Lorsqu'elles éternuent ou toussent, elles vaporisent les gouttelettes de sécrétion dans l'air ambiant. Le virus contenu dans ces gouttelettes reste actif 2 heures sur les surfaces extérieures. Il se propage par contact avec ces gouttelettes infectées. Après exposition au virus de la rougeole, la période d'incubation dure généralement 10 à 12 jours, sans signe de la maladie. Pendant ce temps, le virus se multiplie dans les voies respiratoires, les yeux et les ganglions, et circule dans le sang. La maladie débute par un écoulement nasal, une toux et une légère fièvre. Des petits points blancs, appelés signes de Koplik, apparaissent fugitivement dans la bouche. Au fur et à mesure que progresse l'infection, les yeux rougissent et deviennent sensibles à la lumière. Le second stade de la rougeole est marqué par une fièvre élevée, pouvant atteindre plus de 40 degrés, et par une éruption cutanée rouge caractéristique. L'éruption débute généralement au visage, puis se propage au thorax, au dos, aux bras et aux jambes, y compris à la paume des mains et à la plante des pieds. Au bout de 5 jours, l'éruption régresse dans l'ordre de son apparition. Une personne atteinte de la rougeole est contagieuse jusqu'à 4 jours avant et après l'apparition de l'éruption. Le vaccin ROR est dirigé contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Ce vaccin contient des formes atténuées ou inactives de ces virus qui stimulent l'immunité de l'organisme. Ainsi, le système immunitaire devient capable d'identifier et de tuer plus aisément l'un ou l'autre de ces virus rencontrés ultérieurement. Il y a 4 formes de tétanos: le tétanos néonatal, le tétanos local, le tétanos céphalique et la forme généralisée. La forme néonatale survient chez les poupons de 28 jours et moins et est plus fréquente dans les pays en voie de développement. La bactérie peut être transmise à l'enfant par le biais de la piqûre du
Il est aussi important de mentionner qu'une mère immunisée contre le tétanos transmet cette immunité au fœtus lors de la grossesse. La forme locale est caractérisée par des espaces musculaires localisés dans la région de la blessure. En effet, seuls les nerfs du muscle touché sont atteints. La forme céphalique est plus rare. Seuls 1 à 3 % des cas diagnostiqués sont de la forme céphalique. Celle-ci survient suite à des blessures au niveau de la tête et affecte plusieurs nerfs crâniens. Elle est souvent caractérisée par une paralysie faciale et peut mener à la forme généralisée. Finalement, la forme généralisée est la plus commune de toutes. En effet, si les toxines, dont nous discuterons plus tard, circulent dans le sang, elles peuvent atteindre les terminaisons nerveuses à Le travers tétanos est causé par une bactérie que l'on nomme Clostridium tetani. Cette bactérie est anaérobique, ce qui signifie qu'elle se développe sans oxygène. On la retrouve dans les eaux usées, la poussière, la rouille et les matières fécales humaines et animales. Ainsi, il est possible d'entrer en contact avec la bactérie de plusieurs façons. Lors d'avortements et de circoncisions dans des environnements peu salubres, lors d'accouchements dans de mauvaises conditions d'hygiène, lors d'un tatouage, lors d'injections de drogue, lors d'une morsure animale ou lors d'une piqûre d'insecte. Certaines lésions comme des coupures ou des éraflures peuvent aussi permettre la contamination. Il s'agit d'une préparation d'anticorps humains qui se fixe sur la toxine tétanique afin d'inhiber son action. Les antibiotiques sont aussi administrés aux malades afin d'éliminer la bactérie Clostridium tetani de